Salut Mickaël. What's up? Ça va? Et toi? Ça va super. On sort de 11 jours de création de contenu pour la Junior Orange Bowl. C'est Mickaël qui nous a fait venir puisqu'il est responsable des partenariats de ce tournoi que tu vas nous présenter. Et on va faire un petit tour parce que là on est dans un endroit de Miami incroyable. On va démarrer par le projet de ta fille. Tu vas nous donner un peu des chiffres et l'envers du décor sur comment ça marche pour jouer au tennis aux États-Unis quand on est jeune. Ensuite, tu nous parleras de ce tournoi fabuleux qu'on vient de couvrir. Et on terminera avec des maisons de dingue, puisque là, on est sur un quartier de milliardaires, parce que tu es agent immobilier de luxe, on peut le dire aussi, non? Voilà. Voilà, ils vendent des biens extraordinaires. Et on aura un exemple pour terminer avec quelques noms de personnes un peu connues. Let's go! Let's go! Allez, vamos! Tu as une fille qui joue très bien au tennis. Toi, tu es marié avec une Italienne. Tu vis aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis, donc elle avait le choix entre drapeau français, américain, italien. Et elle a choisi la France récemment avec la télé, hier, avec Pauline Parmentier. Bisous Pauline. Et elle s'entraîne chez Piatti. Voilà. Il y a un an, tu nous expliquais un peu les coûts pour une jeune joueuse ou un jeune joueur quand t'es parent aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous repréciser déjà un peu l'enveloppe que tu as louée annuellement pour un jeune qui s'entraîne aux US? Donc la dernière année, qui était l'année de ses 14 ans aux États-Unis, j'ai dépensé, je pense, 150 000 $ à peu près sur l'année avec les voyages, les cours. Avec son coach technique, juste 45 minutes par semaine. L'enveloppe, c'était 2 500 $ par mois, juste pour 2 fois 45 minutes, donc 1h30 par semaine. Okay. L'académie, environ 40 000. Et ensuite, les physios, le fitness, parce que c'était des fitness collectifs, etc. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Les voyages sont pas tellement moins chers en Europe, parce qu'au final, ils voyagent en Bulgarie, ils voyagent un peu partout, donc ça peut être compliqué avec des stops, etc. Par contre, les académies sont bien moins chères. Chez Piatti, là, ils ont augmenté, ils sont à toujours 32 000 $, ce qui est raisonnable, mais ça comprend tout, le mental coach, le physio. Le physio, c'est celui qui s'occupe de Djokovic. L'ostéopathe, c'est celui qui s'occupe de Zverev. Enfin, ils ont vraiment une équipe qui est à disposition de 7h du mat à 8h du soir. Toi, tu joues, tu t'entraînes, t'as mal à la jambe, et c'est le type qui s'occupe de Djoko ou son assistant qui te soigne. Donc, ici, toute la semaine, t'as pas vu Emma parce que tous les jours, elle allait à 1h30 pour faire des soins. Ouais, parce qu'elle allait embêter. À chaque fois, c'était 175 $ à chaque fois. Donc, bon, et ça, je les ai pas comptés dans les 150 000 $, tous les docteurs. C'est cadeau, c'est pour nous. Mais ça veut dire que c'est genre intouchable le tennis. Et quand elle avait 10 ans, c'était dans les 30 000. Ok. Et elle jouait pas full time. Mais c'est parce que c'est un projet d'envergure. C'est pas comme si elle allait taper. Parce que t'as un autre fils qui s'appelle Maxime. Oui. Bisous Max, qui fait de la pêche. Tackle, comme ils disent. Non, il joue au foot, Il joue au foot, mais il fait aussi de la pêche, bordel. Il fait de la pêche. Et donc, le foot, j'imagine, 1000 fois moins cher, non? Ouais, mais pour les Français, c'est cher. C'est quand même, c'est dans les 4 000 $ par an. Ah, quand même? Ouais. Mais c'est beaucoup moins cher. Mais bon, j'ai deux profils d'enfants complètement différents. J'en ai une qui est prête à faire 1 million de fois quelque chose pour s'améliorer de 0,1%. Et si tu lui dis, si toi, elle te croit, donc t'es un Nick Saviano, t'es un Ricardo Petit, il dit, fais 1 million de fois ça et tu vas t'améliorer de 0,1%, elle va le faire. Wow. L'autre, il est pas prêt à faire 3 fois le truc pour s'améliorer de 300%. Voilà. Il s'appelle Max. Qu'est-ce que tu veux? Et Mickaël, il est prêt à le faire ou pas? Moi, non, moi, je sais pas d'où elle a pris ça, ma fille. Elle est très organisée, très forte et elle est très motivée. Elle est partie à 14 ans. Non, ma femme, je sais pas, elle a dû prendre ça d'une autre génération, mais Emma est partie quand même seule à 14 ans, c'est pas évident. C'est pas une académie comme Nadal, etc. Donc c'est une résidence qui appartient à une église, donc c'est un peu glauque, etc. C'est la plus jeune qui est seule, sans parents. Là, ça va un peu mieux, mais voilà. Donc on a fait tous ces efforts, pas parce qu'on est milliardaire, mais parce que t'as un enfant qui veut être avocat, tu vas tout faire pour qu'elle aille dans la meilleure école. T'as un enfant qui veut, elle veut être et elle nous montre tous les jours depuis qu'elle est petite comment elle travaille, pourquoi elle travaille. Elle te dit tiens, je veux plus travailler avec ce mental coach parce qu'il était en train d'écouter de la musique, j'entendais derrière, donc il est pas sérieux, on laisse tomber. Enfin, elle a toujours été très CEO dans la tête par rapport à l'équipe. Donc moi, j'ai essayé de toujours trouver les bonnes personnes et ensuite je gérais par rapport à son feedback à elle parce que j'avais confiance dans son feedback. Voilà. Donc c'est le projet. Elle est à Piatti, à Bordighera, où on devrait commencer à passer un peu plus de temps à partir de l'année prochaine. Donc on va vous inviter. Ah sympa. Elle est combien française à peu près? Là, je crois qu'elle est 4e française. Des 14 ans? Des moins de 16. Moins de 16. Elle a 15 ans, moins de 16. 3e italienne et 15e américaine. Donc c'est vrai que même si elle avait été dans le top 3 américaine,
ça avait pas de sens de rester ici, de jouer pour les États-Unis, dans le sens que les wildcards, on n'allait pas faire Bordighera, Alabama pour jouer un tournoi en wildcard, alors qu'en France, elle peut bénéficier de beaucoup de possibilités. En Italie, elle aurait aussi pu bénéficier de beaucoup de possibilités, mais moi, je parle pas italien. Ils étaient un peu lents au niveau des échanges, et j'ai trouvé que la fédération française avec qui j'ai échangé depuis février, mars, Pauline et d'autres collègues, était vraiment très précis, très responsive au niveau des communications, très engagés, ils avaient l'air intéressés. Et puis au final, Emma a pris des avis de personnes de Piatti, et entre autres de Gabriel Debru qui est là-bas, et qui a fortement recommandé de choisir la fédération française. Donc allez les Bleus là. Rapide insert audio, je compte sur vous pour ne pas grimper au rideau suite à cette info. Oui, 150 000 $ sur une année, c'est énorme, mais c'est ce que le tennis coûte aux US, encore plus en Floride, si l'on veut mettre tous les moyens de son côté pour devenir pro. Il faut aussi comprendre qu'Emma, la fille de Mickaël, n'est pas une joueuse comme les autres. Certes, elle joue bien au tennis, mais surtout, elle a ce truc en plus, qui est la volonté de travailler comme une acharnée, parce qu'elle aime ça, et qu'elle est prête à faire 1 million de services, s'il le faut, pour déposer la balle sur le tee, ce que très peu de personnes sont finalement prêtes à faire. Alors si Mika peut suivre et que ça lui fait plaisir d'accompagner son enfant, je vous invite juste à bien réfléchir avant de poster vos commentaires. Merci beaucoup. Du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à gérer les partenariats de la Junior Orange Bowl, qui est un tournoi international? La Junior, c'est avec Robert Gomez, le tournament director que tu as rencontré. Robert. Voilà. Et donc Robert m'a dit, j'ai été nommé tournament director du Junior Orange Bowl. Ouais. Donc je l'ai félicité. Tu le connaissais d'où? Je le connaissais très bien parce que c'est le mentor d'Emma. D'accord. De ma fille. Qui a commencé le tennis. Qui a commencé le tennis, pas dans son centre, mais à 8 ans, elle est partie. C'était le seul club avec un programme haute performance dans le coin. D'accord. On en avait entendu parler, et donc on avait entendu parler par Valérie Albaré. Je ne sais pas si tu la connais, elle est à Monaco, Monte Carlo Country Club maintenant, mais elle a fait ses classes avec Nick Bollettieri, etc. Et donc on est parti là-bas. Et après, on a sympathisé dans le temps. Mais donc, quand même, il m'a parlé de ce nouveau projet, de cette nouvelle nomination qu'il avait eue. Parce que lui, il est en charge de tout ce qui est tennis à Coral Gables, et il a aussi une position au sein de l'USTA, la fédé américaine, pour suivre et analyser le parcours des pros et de certains juniors. Okay. Donc, il est assez bien vu dans le monde du tennis depuis 40 ans maintenant. Donc j'ai dit si je pouvais aider avec le player experience et le sponsor, parce que je trouvais que la player experience était assez médiocre de mon expérience en y allant avec Emma. Qu'est-ce qui allait pas? Ça, on avait l'impression que c'était un petit tournoi provincial. Il y avait aucun affichage. Tu avais une bâche rouge pour Wilson, une bâche jaune pour Swing Vision, etc. Donc on voulait quelque chose d'uniformisé. On voulait surtout, on s'est dit il y a 800 enfants, la moitié qui arrivent des 4 coins du monde. Et on se devait de livrer une expérience incroyable, quelle que soit la performance du joueur pendant le tournoi. Donc, player party, où on s'éclate, et puis si on perd au premier tour, on est déçu, mais on a quand même vécu une super expérience. C'était un peu ça l'idée. Il y a l'accent, le mec, quand même, pour un Frenchie aux US. Et du coup, est-ce que tu peux nous situer, parce que l'Orange Bowl, tout le monde connaît plus ou moins dans le milieu du tennis, c'est juste en dessous des grands chelems. Généralement, ça désigne le numéro mondial en fin d'année junior. Mais la Junior Orange Bowl, catégorie moins de 14, moins de 12, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les différences entre les deux tournois, où tu nous as bien tiré les oreilles au départ en nous disant, les gars, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup? Ouais, bah c'est les deux se jouent juste à côté. Les deux se jouent jusqu'à côté, les deux ont quasiment le même nom, mais c'est deux organisations totalement différentes. Je ne sais pas qui gère le Orange Bowl. Okay. Robert C. Ouais. Moi, je leur parle par email, mais je les ai jamais rencontrés. C'est totalement différent. Okay. Et donc, c'est les 12 ans et les 14 ans. C'est un tournoi qui aussi compte. La Junior Orange Bowl, qui compte qui ramène des points si tu joues pour le USTA tout au long de l'année. Donc, c'est un level 2. D'accord. Il y a 4 level 1, 4 level 2, etc. Mais les level 1 et level 2 sont considérés comme des tournois nationaux. Ouais. Donc, c'est les meilleurs du pays. Sauf que là, il y a une exception. Ils intègrent aussi des internationaux. Alors que normalement, les level 2, c'est que pour les joueurs qui sont américains ou qui ont une résidence aux États-Unis. On va se mettre à l'ombre parce que là, je suis en train de cramer, ça ne va pas. Voilà. Et alors, tu gères les partenariats, c'est une enveloppe de combien sur le tournoi? Tournoi qui dure 11 jours à peu près, qualif comprise. J'ai pas le budget exact, hein. C'est Cathy qui gère, mais je peux te dire combien on a rapporté en sponsoring. On est avec un Américain
Ça coûte 100 000 dollars. Américain qui n'a pas peur des chiffres, qui vend des maisons à 20 millions. Faut nous donner des chiffres, Mika. Ok. Ouais, alors au niveau sponsor, on a réussi à lever cette année 200 000 dollars, sachant qu'avant, ils récoltaient environ 10-20 000. Donc on a fait un gros bond en un an. Okay. Ça nous a permis de faire tout le branding que tu as pu voir là-bas. Juste pour te donner une idée, juste le branding, on a dépensé à peu près 40 000 juste pour les bâches. Okay. 40 000. Et ensuite, le branding en dehors des cours, c'était encore 20 000. Donc ça donne une idée juste au niveau budget, juste de ça. Le check-in, la soirée, etc. C'est encore un budget de 40 000, je dirais. Donc c'est 100 000 à 150 000. Après, bon, il y a le reste et on doit louer les cours quand même à la ville de Coral Gables, qui nous fait une donation de environ 100 000 dollars, qui sont pas inclus dans les 200 000 dollars de sponsorship dont je te parle. Généreux, Coral. Donc voilà, Coral Gables, généreux. City Beautiful. Quel bonheur. Nous, on a dormi à Coral Gables. Ouais, je suis plus trop citadin et tout, mais alors cette partie de Miami, je suis fan. Ah, c'est top. Mais moi, de te poser une petite question. Qu'est-ce que tu as pensé, toi qui vois des tournois tout le temps, toute l'année? Je sais pas si tu as vu beaucoup de tournois juniors, mais de façon générale, que ce soit des petits W15 ou des tournois juniors, qu'est-ce que tu en as pensé de ton expérience et de ce que tu as vu de ce tournoi? J'en ai pensé que déjà, on bosse beaucoup sur le circuit. Et nous, tu sais, en tant que média, au niveau des droits et tout, c'est un peu compliqué. Déjà, le premier truc pour nous, c'est de voir des enfants et des staffs qui ont le smile tout le temps. C'est un bonheur. Parce que sur le circuit, ils font la gueule, t'as le droit de rien faire, ils te mettent des barrières dans tous les sens. Ici, c'est vraiment agréable là-dessus. Après, sur l'orga et la signalétique, tout ce que tu veux, on sent pas forcément, on se dit pas, ah ouais, ça coûte aussi cher. Parce qu'on a l'impression que ça reste un tournoi de quartier, même si tu as 76, plus de 70 nationalités, ça fait quand même très proximité. Et c'est peut-être un gros avantage parce que tu te sens bien, tu te sens en famille. Et à la fois, tu te dis pas, ah ouais, je suis sur un truc d'ampleur internationale. Tu te dis plus, tiens, ça reste, comme les petits as. Ça reste local. Les petits as, c'est encore à part entière parce que c'est à Tarbes. Tarbes, c'est la campagne et c'est dans un hangar. Donc, à choisir, je préfère être à Biltmore, à Gables, tu vois, avec Robert. Avec Robert. Et toi. Mais, on va à Tarbes avec Pierre, et qui est en train de filmer très gentiment ce contenu. Et c'est sympa aussi, mais ici, c'est quand même beaucoup plus exotique, beaucoup plus fun, il fait beau, la météo peut être un peu capricieuse. Mais globalement, c'est quand même bien organisé, mais on sent avec... c'est family. On sent que c'est family, et on sent que les rênes sont en train d'être prises pour aller plus loin. Pour aller plus loin. On sent que c'est le début. C'est la deuxième année du projet. Je pense que l'année prochaine, on sera à 75% de la vision et que l'année suivante, on sera à quasiment 100%. Donc la vision, c'est d'avoir des arbitres à tous les matchs, d'avoir tous les matchs en live, d'avoir toutes les stades distribuées, d'avoir des food trucks pour que les joueurs puissent acheter, le staff puisse acheter. C'est LC. La cérémonie des trophées avec des cadeaux pour le podium. Un speaker peut-être. Avoir un speaker, exactement. Voilà, il y a des choses à faire. On voulait aussi signer les balles et qu'on se les échange et qu'on garde aussi une balle signée en se disant peut-être dans 10 ans ça va être un champion, ça aurait été sympa. Bon là on l'a pas fait parce qu'il faut savoir que 2 heures avant on n'avait pas les coupes. La personne qui devait distribuer les coupes pensait que c'était lundi la finale, samedi la finale. Donc c'est voilà notre. Et juste à titre d'info, les arbitres coûtent hyper cher. Je crois que c'est 250 $ la journée. Ouais, c'est très cher. Donc c'est un vrai budget. C'est un vrai budget. Et en plus, ils peuvent pas travailler au-delà d'un certain nombre d'heures, donc il faut des doublons, etc., etc. Donc c'est un vrai budget. J'avais fait le budget justement pour avoir des arbitres à tous les matchs à partir des quarts, et c'était pas possible cette année, mais on le fera l'année prochaine. Et vous voulez l'emmener où ce tournoi, idéalement? Bah, il doit rester à Coral Gables, mais en termes de niveau, niveau, installation, renommée, full package, quoi, tu vois. Ouais, on veut que ça ressemble à un petit US Open. Ok. On veut vraiment que, je pense là, on a eu des retours incroyables. Je pense que vous l'avez vu aussi des parents. J'ai vu sur Instagram des parents, des enfants qui postaient à quel point ils avaient été surpris et contents de leur expérience. On a reçu plein de feedback, donc ça c'est super. Mais on veut encore leur en mettre plein les yeux. Voilà, sur les prochaines années. Je sais pas comment on va faire parce qu'à un moment il y a une limite, mais peut-être il y aura des petites Rolls-Royce qui les amèneront de Salvador au Biltmore. Il rêve grand, le gars. Il a quitté la France il y a longtemps. Ou des Lexus, mais bon, ça fait partie du truc, quoi. On veut vraiment que ceux qui sont là, ils sentent, voilà, je l'ai mérité, j'ai travaillé toute l'année
et je vais vivre une expérience de mini-star du tennis, que je sois au premier tour ou en finale. Ça va être un truc incroyable. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et tu le sens en bossant avec des Américains, Cathy et Robert, que la mentalité n'est pas forcément la même qu'en France sur tu veux amener des Rolls-Royce, on aura des Rolls-Royce. Ouais, c'est un exemple. Si on a l'argent, what the fuck. Mais ouais, sur les limites qu'on peut se mettre, les barrières mentales. Il n'y a pas de limite par rapport à l'expérience. Et puis aussi, ce qui était très sympa pour travailler, je pense pas que c'est américain-français, mais en tout cas, on est trois et on a chacun notre rôle. C'est-à-dire Cathy, c'est l'organisation, Robert, c'est le tournoi, le tennis, et moi, c'est player experience et sponsoring. On se consulte tous sur les trois sujets, mais on sait qui a la main et la décision finale sur les trois sujets aussi. Et ça nous permet vraiment d'avancer assez simplement, pragmatiquement. Et je pense que vous avez dû le voir sur le tournoi. Je veux dire, on vous a dit, OK, vous faites ça, et on vous a laissé tranquille, quoi. On a fait les réseaux sociaux. Voilà. Et alors, petite anecdote, quand même, sur les retours clients, on a connecté avec un Français. Je vais juste dire la première lettre de son prénom, J, si tu nous regardes. Bon, les Français sont lourdeaux. Hein. Voilà. Et alors, les Français sont lourdeaux. Est-ce que c'est un Français qui habite ici ou un Français de France? Un Français qui n'habite pas en France, mais qui n'habite pas ici. Ah, d'accord. Les Français sont lourdeaux, toujours à critiquer. Avec qui on a sympathisé, qui est quand même sympa, mais qui reste français, qui a la critique facile du coup. Ouais. Et on lui a posé la question, il a fait « Ah, t'es français !» Parce que ici, c'est quand même facile de connecter quand tu parles la même langue. Et on lui a dit ton fils, ta fille joue le tournoi? Ouais. Tu penses quoi de l'organisation? Ah bah c'est déplorable. Troisième mot. Et J, on t'invite à nous expliquer comment ça se passe pour t'organiser un tournoi. Abonne-toi à cette chaîne, J. Voilà, avec 800 personnes qui viennent de 70 pays. Ouais. Alors il y a quand même un élément qui est compliqué en Floride, c'est qu'il y a très peu de cours couverts. Et que ici, vous êtes dépendant de la météo. Il y a 0 cours couverts. Le seul endroit où il y a des cours couverts, c'est la USTA où ils ont 120 cours à Orlando, en général à Orlando. Et ils ont seulement une dizaine de cours couverts qui sont dédiés aux jeunes de Team USA ou aux pros qui, genre Tiafo, s'il veut venir s'entraîner, il va là-bas. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Et c'est très bizarre puisque entre la chaleur et la pluie, et même quand il pleut pas, parfois il y a l'orage. Donc s'il y a l'orage là-bas, il y a une sonnette d'alarme et tu ne peux pas jouer. Ah ouais. Tu dois attendre, même s'il pleut pas. Tu n'as pas le droit de jouer. Donc ça, c'est compliqué. On est mi-décembre, vous êtes dépendant du vent qui souffle quand même assez fort. La pluie qui peut tomber à n'importe quel moment. Peut-être que G peut arrêter le vent, ça. Non, G, il nous a dit, les gars, c'est tropical. Eh oui, mon G. Non, mais tout ça, c'est avec beaucoup de, voilà, il n'y a pas de foutage de gueule ou quoi. C'était marrant d'avoir un retour qui vient de France et de se rendre compte qu'on a la critique facile. Mais c'est vrai que quand t'es parent de joueur et que t'es un peu dépendant de la météo, des horaires, des rebondissements, ça peut être compliqué de l'autre côté. Ouais, mais bon, l'intelligence, c'est quand même de comprendre qu'il y a très peu qu'on puisse faire contre la pluie, très peu qu'on puisse faire pour sécher les cours quand il n'y a pas de soleil. Donc J, encore une fois, si tu as des conseils par rapport à ça, n'hésite pas. Envoie-nous tes blowing machines. Non, par contre, parce que nous, on est très constructifs, pas parce qu'on est américain, mais je pense d'état d'esprit, on va investir dans 2 grosses bâches. D'accord. Comme tu peux voir à Roland-Garros, comme ça, dès qu'il pleut, on les tire sur les 2 cours principaux. Et au moins, quand ça s'arrête, on peut tout de suite rejouer. Et même si les autres cours sont trempés, au moins on avance sur ces 2 cours-là. Ouais, bien vu. Moi, j'écoute Estelle Denis parfois dans la voiture sur RMC. Ouais. Et ça me fait marrer pendant une demi-heure tous les Français qui se plaignent sur tous les sujets. Et après, au bout d'un moment, ça me déprime. Donc, je mets off. Back to je regarde mes palmiers, ma route sur le côté. Et voilà, je suis content. Et donc, pour terminer, est-ce que tu peux nous préciser quel est ton métier à Miami, un Français exilé aux US? Ouais, tout à fait. Bah, moi, ça fait 25 ans que je suis aux US. J'étais 10 ans à New York et 15 ans à Miami. Ouais. Je fais pas mal de trucs, mais les derniers 15 ans dans l'immobilier, plutôt l'immobilier de luxe. Ouais. Et donc, y compris dans cette communauté de Normandie Shore. On est où là précisément à Miami? Donc, à Normandie Shore, on est entre Miami et Miami Beach. On est à 5 minutes de la plage. On est assez central. C'est une communauté semi-privée avec, ça a l'air complètement privé si vous regardez, avec les visuels de drone. Le golf est magnifique, les tennis sont magnifiques, mais les tennis sont gratuits. Le golf, il est à 20 à 50 $ par personne en fonction de la période. Ça peut avoir des pics à 90 $, mais ça reste très raisonnable avec
un golf club que vous pouvez voir derrière. Et toi, tu es spécialisé dans l'immobilier de luxe? Ouais, essentiellement. Enfin, on fait ce qu'on nous demande, mais en général, nos clients, que ça soit un studio ou une grosse maison ou un penthouse, ils veulent des biens de prestige. Donc, le studio, ça va être le studio de luxe. Et la maison, en général, ça va être des maisons entre 3 et 20 millions. Ah oui, ça envoie. Et une maison comme ça, par exemple, c'est un peu plus de, c'est entre 15 et 20 millions. C'est sur l'eau, en open bay, complètement ouvert, sans vis-à-vis. Et ça, dans ta carrière, t'en as vendu combien? Pas beaucoup, mais disons quelques-unes. Ça fait pas longtemps que ces maisons-là sont passées à ce prix-là. Il y a 10 ans, il y avait que 10 transactions au-dessus de 10 millions de dollars dans tout Miami. Ah ouais. Et là, on est passé à un autre niveau depuis le Covid. Et mais t'as des très belles maisons, pardon, très belles maisons sur le golf, entre 1,5 million et 2,5 millions avec des vues magnifiques sur le golf, et sur le canal, c'est entre 4 et 6 millions. Voilà. C'est un endroit très sympa que j'aime. Il y a pas mal de Français. Pour la petite story, c'est Normandy Isle. De l'autre côté, ça s'appelle Trouville Road, Deauville Road. Donc, t'as tous les noms de patelins normands. Il y a une rue qui s'appelle Biarritz, je crois. Biarritz, exactement. À la maison, en fait. Exactement. Vous êtes à la maison. Donc, c'est sympa pour les Français. On s'y sent bien. Et je crois que les prix de l'IMO sont quand même divisés par 3 par rapport à la Californie, c'est pas ça? Non, maintenant, on est devenu, par exemple, Coral Gables, où vous avez passé les 10 jours, c'est devenu le zip code, donc le code postal aux États-Unis le plus cher au mètre carré, en moyenne. Non, ici, c'est devenu très cher, Miami. Avant, c'était le cas, pas 3 fois, mais 2 fois peut-être, moins cher qu'en Californie. Enfin bon, après, il y a plusieurs endroits en Californie et à Miami aussi. Mais juste à côté, là, on est à 2 minutes vol d'oiseau de où Jeff Bezos, David Guetta, Tom Brady ont acheté des emplacements, et les emplacements sont entre 70 millions et le dernier qui a été mis à la vente hier, il demande 200 millions. Pour exactement le même emplacement, voilà. Et ça veut dire que quand tu achètes une maison ici, certains doivent avoir leur cours, mais tu as aussi accès gratuitement à ces cours-là? Alors la vérité, c'est que tout le monde, même toi aujourd'hui qui n'a pas de maison ici, tu peux jouer ici gratuitement. C'est des terrains qui appartiennent à la ville, tout comme le golf. C'est géré par la ville, c'est public. Donc, sauf que le tennis est gratuit et le golf reste payant quand même. Le golf reste payant parce qu'il y a besoin de plus de staff, alors que le tennis, il y a besoin de aucun staff, juste un entretien assez basique. Les cours sont beaux, comme tu le verras, ils sont sur l'eau, mais c'est gratuit, donc tout le monde peut y aller. Énorme. Voilà, il y a d'autres cours gratuits sur South Beach, par exemple, qui sont gérés par le frère de Nick Bollettieri. Ah ouais. Et là, bon, c'est plus géré. T'as un clubhouse, etc. T'as une petite boutique. Ouais. Bon, c'est pas la folie du clubhouse non plus, quoi. Mais il y a pas vraiment de restauration, etc. Mais et là, tu vas payer $10 par personne le cours, ce qui est pas grand chose. Et ça ressemble à un club. Si je te dis que c'est $20 000 le membership à l'année, tu me dis ah ouais, t'y crois, quoi. C'est des magnifiques cours sur terre battue. T'en as une vingtaine. Où ça? À South Beach. D'accord. T'as déjà vendu des propriétés à des joueurs de tennis, des joueuses ou des gens? Non, des joueurs de foot, oui. Qui ça? Joueurs de foot. J'ai travaillé beaucoup avec Steven Nzonzi, qui est champion du monde 2016, avec Charlène Zogbia, qui était à Aston Villa, qui avait fait une prestation en équipe de France trop courte, un match, un but, à l'époque de Laurent Blanc, efficace. Avec Lassana Diarra qui était au Real Madrid, PSG, etc. T'as vendu pour David Guetta aussi? Pour David Guetta, je travaille souvent avec lui. Ah ouais. C'est ton pote? Il est devenu ami, mais au départ c'était une relation professionnelle. Ouais. Voilà. T'as pas organisé un concert? Ouais, pendant le Covid. Pendant le Covid, on a organisé un concert qui s'appelle United at Home. On a levé à peu près suffisamment pour distribuer 5 millions de repas sur la Floride et sur les États-Unis. C'est beau. À Miami, l'ambition c'était de faire un petit truc et d'animer la communauté. Et puis c'est devenu, en fait, on a eu un Guinness World Record parce que c'est devenu le stream musical le plus vu en live. Le mec sait tout faire. Top, merci Mickaël. C'était top. Et ben avec un plaisir, voilà. À l'année prochaine. Ouais, et puis on va faire en sorte que les gens pas contents, français, qui n'habitent pas forcément en France, soient un peu plus contents. Ah, le J. Bisous, joyeux Noël le J. Et merci à tous. Allez. Ciao.